Préparez-vous à plonger dans les abysses sombres et mystérieuses de notre passé marin et à découvrir des secrets d'histoire que l'école ne vous a jamais dévoilés. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Comment réagiriez-vous si tous les habitants de votre pays se mettaient un jour dans un état d'hystérie aiguë et de transe et que tout le monde se mettait à danser sans interruption ? Eh bien, sachez que c'est loin d'être aussi joyeux que vous le pensez, car en vrai, c'était une épidémie, connue sous le nom d'épidémie dansante de 1518. Cette maladie s'est manifestée en Alsace. Selon certaines sources, cette épidémie débuta lorsqu'une femme nommée Frau Trophéa se mit un jour à danser avec ferveur dans une rue de Strasbourg pendant 4 à 6 jours consécutifs. Une semaine plus tard, une trentaine de personnes l'ont rejointe, puis le nombre de danseurs augmenta de jour en jour. Au bout d'un mois, près de 400 personnes avaient rejoint la danse. Celui qui était atteint par la maladie pouvait passer plus d'un mois entier à danser sans se reposer. Certains pouvaient même mourir de crise cardiaque, d'AVC ou tout simplement d'épuisement. Interrogés, les médecins de l'époque attribuaient cette hystérie dansante à une maladie naturelle survenue de nulle part, causée par un sang trop chaud, réfutant la thèse des causes astrologiques, surnaturelles ou paranormales. Pour contrer ce phénomène étrange, les médecins avaient prescrit non pas des saignées, comme il était d'usage à l'époque, mais un accompagnement des malades. En effet, sous ordre des médecins, les autorités ont fait construire une scène en bois dans un marché au grain où pouvaient danser les malades sans interruption jour et nuit jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a même eu besoin des services de musiciens pour que les malades ne s'arrêtent pas et pour qu'ils puissent être accompagnés dans cette mort lente et joyeuse, enfin, en apparence. Savez-vous d'où vient l'anglais ? Savez-vous de quel pays il tire ses origines ? Bah non, pas de l'Empire britannique, sinon ça aurait été trop facile comme question. L'anglais a été apporté sur l'île de Bretagne par les tribus germaniques venues s'y installer et qui avaient à l'époque des dialectes anglo-frisons. Ces derniers se sont vus fortement influencés par les différentes langues des colons scandinaves et normands, ainsi que par ceux du nord de la France. Ajoutez à ceci quelques emprunts au grec ancien et au latin qui ont contribué aussi à enrichir la langue et son lexique. Non, vous ne rêvez pas, l'anglais a bien un peu de latin en lui. Ainsi, tout ce beau mélange donne l'anglais que vous parlez aujourd'hui. Connaissez-vous l'histoire de Christophe Colomb ? Bien sûr, me direz-vous. Qui ne la connaît pas ? Et pourtant, je parie que vous ne la connaissez pas vraiment. Je mettrai même ma main à couper. Attention, apprêtez-vous à tomber des nues. Le 12 octobre 1492, un peu avant l'aube, Christophe Colomb larguait les amarres dans une nouvelle terre qu'il croyait être l'Asie. Cela faisait des années qu'il préparait ce voyage et des semaines qu'il naviguait pour atteindre son rêve. Lorsque le jour s'est levé, Columbus fut estomaqué par ce qu'il découvrit. Persuadé d'avoir mis le pied en Asie au large des côtes du Japon ou de la Chine, Christophe Colomb avait en fait effectué son premier contact avec l'Amérique, déjà peuplée à l'époque par plusieurs peuples qui savaient où ils étaient. Et depuis, ce fut le plus grand tournant historique des temps modernes. S'en est suivi le début de l'unification du globe, sur les plans politiques, environnemental et culturel. Sans le vouloir, Christophe Colomb avait changé le monde. Mais le plus drôle est que Colomb est mort en 1506 en restant toujours persuadé que le continent qu'il avait découvert était l'Asie et qu'il avait atteint les Indes. Avant de mourir, le navigateur a passé le flambeau à un collègue, Amerigo Vespucci, qui a choisi de populariser le Nouveau Monde. Ce dernier a reçu plus tard le nom d'Amérique en son honneur. Colomb ne perd pas de son côté le mérite d'avoir découvert un grand nombre des îles des Caraïbes, dont certains territoires qui ont emprunté son nom, comme la Colombie, la Grande Colombie et la Colombie-Britannique. À votre avis, quelle était la pire période de l'histoire pour l'Australie ? Lorsqu'elle a dû faire face à la colonisation britannique ? Lorsqu'elle a dû batailler pour les frontières ? La révolte d'Eureka ? Non. L'une des pires guerres qu'a connue l'Australie est la guerre des émeutes. Et comme vous l'avez deviné, leurs ennemis n'étaient pas humains. En 1932, les troupes australiennes ont été choquées lorsqu'elles se sont retrouvées déjouées par des oiseaux intelligents. Le matin du 2 novembre 1932, la 7e batterie lourde de la Royal Australian Artillery a posé son artillerie dans un paysage de terre rouge à mi-chemin entre Perth et Kalgoorlie. Prêts à opérer et à ouvrir les hostilités avec les émeutes d'Australie occidentale, les soldats ont déballé 2 mitrailleuses automatiques Lewis et 10 000 cartouches. Ici, émeu ne fait pas référence aux surnoms donnés à leurs rivaux, mais aux vrais oiseaux d'Australie occidentale. Venus du centre du pays à la recherche d'eau et qui, après être tombés sur les délicieux districts de blé de la région, avaient commencé à ravager les cultures. Vous allez peut-être trouver cela cruel de tuer des animaux qui au fond ne cherchent qu'à subsister et à profiter d'une terre qui leur appartient aussi, mais les choses étaient plus compliquées que ça. Cette population d'émeux en maraude d'au moins 20 000 avait dévasté les fermes de l'État de Washington pendant un long moment. Les fermiers attaqués avaient dû solliciter une aide militaire au ministre de la Défense pour y mettre un terme et réduire la population envahissante des émeux. Ainsi, George Pierce déploya immédiatement ses troupes de chasseurs-soldats qui étaient partis avec la certitude qu'ils reviendraient victorieux, à leur tête des chapeaux aux plumes d'émeu. Mais les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient prévu, car l'armée australienne avait largement sous-estimé l'intelligence des volatiles. Adversaires rusés, ces oiseaux indigènes dévastateurs se sont avérés presque impossibles à atteindre avec des tirs de mitrailleuses et résistaient même à des blessures graves par balle. En tout, les 2 campagnes de destruction successives se sont soldées par des échecs monumentaux et humiliants.
Entre 50 et 250 oiseaux seulement ont été tués contre 2500 obus lancés, jusqu'à ce que le gouvernement ait décidé d'instaurer une récompense pour chaque oiseau tué, une opération qui s'est avérée plus efficace car entre 1945 et 1960, 284 700 émeux ont été tués dans l'État de Washington. Si je vous disais que le petit âge glaciaire avait été la cause de plusieurs guerres dans l'histoire, et qu'il a contribué à réduire la population européenne, me croiriez-vous? Attendez, je vous raconte. Si vous faites un petit retour sur l'histoire, vous découvrirez qu'en 1600, l'Europe a été violemment frappée par les guerres, l'inflation, les famines et la diminution de la population humaine. Si beaucoup d'historiens attribuent ces décennies tragiques aux difficultés croissantes entre le féodalisme et le capitalisme, une récente étude a prouvé qu'un autre facteur avait contribué à tout ceci. Et il s'agit de la période la plus froide de l'histoire. Celle-ci aurait freiné la production agricole et ensuite fatalement conduit à la crise européenne. Je sais, ça peut vous paraître surprenant et pourtant cette étude dirigée par Zhang de l'université de Hong Kong est très sérieuse. Elle a comparé toutes les données climatiques avec d'autres variables telles que la taille de la population, les taux de croissance, les guerres et autres troubles sociaux, les chiffres de la production agricole et les famines, les prix des céréales, les salaires, et le constat est sans équivoque. Les pénuries alimentaires et les problèmes de santé ne sont apparus et ne se sont aggravés que vers cette dite période au cours de laquelle les saisons de croissance se sont amoindries et les terres cultivées ont diminué. Et la suite est tout à fait logique. Au fur et à mesure que les terres arables se sont contractées, la malnutrition et la disette se sont répandues, s'en sont suivies des guerres à commencer par la guerre de 30 ans ou la conquête de la Chine par les Mandchous. Vous arrivez maintenant à faire le lien? Vous avez fait des cours d'histoire et de politique au lycée? Vous en êtes bien sûr? À mon avis, il y a un cours très important que votre professeur aurait omis de dispenser. Il vous a peut-être parlé du général Washington et de ses problèmes avec l'Empire britannique, mais il ne vous a jamais parlé de ses problèmes de dentition. Vous pourriez penser que je blague, mais pas du tout, je suis très sérieux. Un jour, les Britanniques ont été surpris de trouver un message du général Washington daté du 29 mai 1781. Alors qu'ils étaient enthousiastes à l'idée de trouver une localisation de l'armée continentale, ou les instructions pour un espion, ou encore un trésor enfoui quelque part, ils l'ouvrent et restent estomaqués par ce qu'ils voient. George Washington a besoin de tenailles pour attacher le fil de ses dents, qui en plus devait être nettoyé au grattoir. Initialement, la lettre capturée par les Britanniques était destinée à atteindre l'un des dentistes du général, le Dr John Baker. En effet, ce dernier était l'un de ses hommes les plus rapprochés puisque Washington a eu de sérieux problèmes de dentition durant toute sa vie. Des caries dentaires, des abcès et autres affections buccales qui ont été une source de grande douleur et même d'embarras pour lui. Il s'est fait arracher une première dent à l'âge de 24 ans, malgré ses efforts acharnés pour prendre soin de ses blancs nacrés. Sa dentition était défectueuse, ce qui l'obligeait à garder très souvent la bouche fermée, à parler entre ses dents, ou du moins ce qui lui en restait, et ses sourires étaient généralement malheureux. Pas très charismatique tout ça. À 49 ans, Washington portait déjà de fausses dents câblées autour de celles qui lui restaient et ses prothèses lui gonflaient exagérément les lèvres, ce qui était très handicapant pour lui. Tout le monde ne le sait pas, mais au cours de sa présidence, il ne lui restait qu'une seule dent, qu'il a finalement perdue. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il a croqué la vie à pleines dents. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'après vous, qui a inventé la plomberie? Les Romains, me direz-vous? Eh bien pas du tout. Maintenant que vous êtes tombé du haut de votre chaise, rasseyez-vous et écoutez ce petit cours d'histoire très intéressant. Il semblerait que la plomberie trouve son origine en Égypte antique environ au 3e millénaire avant Jésus-Christ. À l'époque, les Égyptiens se seraient servis de vieux tuyaux en cuivre dans la construction de leurs pyramides. En témoignent les tuyaux vieux de 4500 ans trouvés récemment. Vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ, la Grèce antique vouait alors un culte pour l'eau et pour les divinités protectrices de cet élément, ce qui l'a un peu poussé à créer de multiples réseaux de tuyauterie pour alimenter toutes les fontaines des villes. C'est effectivement les Romains qui ont contribué en premier à développer le système de distribution de l'eau. Et comme ce métier n'a jamais cessé de s'améliorer au cours des siècles, notamment avec l'invention de plusieurs éléments de plomberie, tels que la vis sans fin, la chasse d'eau ou le robinet par George Fensel, l'art de la plomberie s'est répandu au-delà des frontières. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, tout le mérite revient aux Égyptiens qui, sans eux et leur ingéniosité de l'époque, la plomberie n'aurait certainement pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses que l'école ne nous enseigne pas et qu'elle devrait normalement nous apprendre. Et si vous voulez voir une autre de nos vidéos, cliquez ici.